Le collectif antinucléaire des Bouches-du-Rhône vous présente sa demi-heure radioactive de contre-propagande sur le nucléaire. Vous êtes bien sur Radio Galère dans la demi-heure radioactive, émission animée par le collectif antinucléaire des Bouches-du-Rhône les 2e et 4e mardis du mois à 14h15. Nous considérons que nous sommes tous et toutes les cobayes de l'industrie nucléaire et que nous sommes tous et toutes les victimes potentielles d'une prochaine catastrophe. Nous avons choisi de mieux vous informer pour mieux agir et nous nous efforçons de le faire ici. Alors le 22 février 2018, à l'aube, le bois Le Juc, occupé par une vingtaine de militants antinucléaires, a été évacué par 500 gendarmes mobiles. Entre guillemets, un dispositif volontairement efficace et dissuasif selon le secrétaire d'État à la transition écologique et solidaire. Le bois Le Juc était occupé par des opposants au projet d'enfouissement à 500 mètres sous terre de déchets hautement radioactifs à vie longue sur la commune de Bure dans la Meuse. La maison de résistance de Bure a également été évacuée par la force et une plainte pour violation de domicile a été déposée par les propriétaires du lieu. On va écouter le témoignage d'un occupant qui était présent dans la maison le 22 février 2018. L'État ici, c'est à la fois l'argent, il déverse énormément d'argent, mais c'est aussi la matraque, et aujourd'hui, on l'a vu, c'était la matraque, quoi. On a tous été réveillés par des hélicoptères, des drones au-dessus de nos têtes et dans les villages alentours. Après, il y a eu une perquisition à la maison de résistance, où la soixantaine de personnes n'ont pas voulu, n'ont pas compris et ont refusé cette perquisition. Puis ils se sont barricadés dans le dortoir et c'était ultra violent en fait à l'intérieur. Les flics ont tout cassé au bélier. Ils ont traîné, on se tenait tous entre les coudes en fait et ils nous ont étranglés, ils nous ont frappés. Des gens se sont pris des baffes. Enfin tout ça pourquoi en fait? Nous on essaye de visibiliser cette question des déchets radioactifs en fait qu'on veut enfouir au fin fond de la Meuse. Dans l'ignorance et dans l'invisibilité la plus totale et on voit toute l'hypocrisie la plus totale en fait du gouvernement Hulot qui déclarait vouloir faire des consultations et ne pas agir dans la brutalité. Aujourd'hui, c'est tout son contraire, quoi. Bure, on sait tous le placer sur une carte. On sait qu'il y a un projet de poubelle nucléaire et c'est que le début d'un combat. On appelle à des rassemblements partout. On appelle aussi à venir en masse à Bure dans les prochaines semaines. Il va y avoir une manifestation de réoccupation du bois. Donc voilà, c'est que le début d'une bataille. Et en choisissant la voie de la force et de la violence, en fait, c'est eux qui sont entiers responsables en fait, du pourrissement de cette situation. Voilà, alors cette émission est enregistrée, donc on est le 23 février, date à laquelle, c'est-à-dire le lendemain du 22, de l'expulsion, le 23, le bois est en cours de réoccupation par les opposants. Bien, en fait, aujourd'hui, on avait prévu de diffuser une émission de la toute nouvelle née Zi Radio, la radio des hiboux et des chouettes de Bure. Et c'est ce qu'on va faire de toute façon. On va écouter le témoignage d'une opposante au projet qui a décidé de vivre dans une maison dans le village de Mandres-en-Barrois à côté de Bure. Et sur son toit, il y a des choses qui heurtent la susceptibilité des pilotes d'hélicoptères qui survolent sa maison. C'est une opposante que monsieur le secrétaire d'État à la transition écologique et surtout solidaire, bien sûr, qualifierait sans doute comme appartenant, je le cite, à la mouvance d'extrême gauche anarchiste qui se sont distingués à plusieurs reprises par leur grande violence. Donc on écoute son témoignage. Elle raconte comment sa maison a été perquisitionnée. Et elle raconte aussi son séjour en garde à vue. On l'écoute. Nous sommes aujourd'hui dans le petit village de Mandres-en-Barrois, à quelques kilomètres de Bure, pour revenir sur les événements du lundi 20 novembre 2017. À 16h, 3 fourgons de GM et 4 voitures de gendarmes prennent tout le village en quarantaine. Que s'est-il passé cet après-midi-là, durant laquelle le nombre de gendarmes quadrillant les rues pouvait rivaliser avec ses 127 habitants? Retour sur un outrage, avec celle que l'on surnomme désormais l'outragette. Un reportage de Zi Radio. Chère outragette, est-ce que tu peux nous raconter, je sais pas, ce que tu as fait dans la journée avant et
Comment t'en es arrivé à cette aventure rocambolesque? Alors, reprenons par le début. Donc, j'avais passé la nuit à la gare en soutien à nos pauvres amis qui avaient complètement craqué. Donc, je passe une nuit quand même assez restreinte à la gare, parce que moi, je dors pas très bien en communauté, en fait. Enfin bref, donc je pars vers 9h, je vais faire des courses à Joinville. Je passe par l'appartement à Mandres, après la maison de Mandres. Je rentre chez moi tranquille, je m'installe 10 minutes derrière mon ordi et j'entends taper à la porte très très fort. Là, je me suis dit, bon bah voilà, ça y est, c'est pour moi. Et effectivement, je me penche je me mets devant la fenêtre de la cuisine et je vois, je sais pas, moins 6 flics d'un coup, quoi. Et il dit, ouais, on veut vous... Et puis j'ouvre la fenêtre, je leur dis, c'est pourquoi. Il dit, on a besoin de vous parler, laissez-nous rentrer. Moi, je leur dis, ben non, je vous laisse pas rentrer. Je dis, vous pouvez très bien m'expliquer ça par la fenêtre. Il dit, non, on va rentrer, sinon on défonce la porte. Je dis, ben non, mais moi, vous rentrez pas. Et à ce moment-là, il y a un flic je crois que c'est Dubois, en fait, il me semble, qui était en uniforme avec l'espèce de coupe-vent là, qui me dit, qui dit non mais si vous voulez sortir, vous sortez, il n'y a pas de problème et tout. Je dis bon d'accord, je sors donc devant et je ne ferme pas ma porte à clé de fait. Et là on me dit bon on vient à cause de votre toit, je suppose que vous comprenez de quoi on parle. Donc l'inscription à CAB ça veut dire quoi pour vous? Je dis bah, c'est All Cats are Beautiful. Et le mec il fait un grand mouvement avec ses bras en me disant ouais bah celle-là on ne l'avait pas faite encore. Il dit, je vous signifie que vous êtes en garde à vue et maintenant vous êtes en flagrance d'outrage et que maintenant on va procéder à une perquisition. Et vous nous laissez rentrer. Donc, tellement, une fois que j'étais de toute façon en état d'arrestation, je ne pouvais plus faire grand-chose. Donc, ils sont rentrés. Donc, ma cuisine était complètement remplie de flics de toutes les couleurs. C'est civil, bleu, brassard, enfin, tu vois, armé, pas armé, mec, voilà, quoi. Il y en avait un qui était... je sais pas, il y avait un lance, je ne sais quoi, tu sais, avec un canon assez court, là. Je sais pas, un lance-grenade, j'imagine, quoi. Ouais, peut-être. Un truc assez court, comme ça, tu vois. Et donc, il y avait un gradé qui était en mode un peu énervé, qui dit, ouais, ben, vite, faut fouiller la maison, si jamais quelqu'un s'est caché, etc. Après, ils sont allés donc dans la grange, ils sont allés dans le jardin pour monter sur le toit, pour prendre des photos du toit. Ils m'ont pété 2 tuiles au passage. Donc, ils avaient leurs photos. Après, bon, ils m'ont vaguement, ils m'ont fait lire un papier sur mes droits, etc., machin truc, et que j'ai refusé de signer. Donc, du coup, ils étaient un peu énervés, mais bon, voilà, ça s'est passé. Et ils ont commencé, donc, la perquise proprement dite. Ils ont commencé à regarder dans des boîtes et tout, mais enfin, c'était quand même extrêmement léger. Et le gradé énervé a commencé à regarder les photos qu'il y avait sur mon ordinateur. Même pas dans les documents, juste les photos qu'il y avait sur le bureau, des trucs qui n'avaient pas été rangés depuis longtemps. Et donc là, il est tombé sur une photo d'une manif de l'année dernière à Paris où tu vois un cocktail Molotov en train de flamber au pied d'un flic. Quoi. Et le flic, il a pris feu, tu vois, le CRS. Et il dit, ça vous fait marrer, les flics en feu? Je dis non, moi ça me fait pas marrer, moi je fais de l'archivage. J'ai pris cette photo avant qu'elle disparaisse du net, parce que ça arrive souvent. Il dit ouais, mais quand même, un policier en train de cramer, ça vous fait rien? Je dis ouais, c'est inifugé de toute façon. Et là, il était vraiment pas content du tout, quoi. Tu vois. Et bon, après, il a pas insisté, moi non plus. Il passait à autre chose. Et puis en fait, comme il avait rien trouvé de spécialement, parce moi j'ai aussi des tas de photos, genre lolcat, des trucs rigolos. Tu vois, il a vu que voilà, tu vois, il était pas tombé sur l'organisatrice de la mort, quoi. Donc ils ont décidé de laisser mon ordi. Par contre, ils ont pris comme j'avais absolument pas eu le temps de ranger quoi que ce soit, ils m'ont pris mon téléphone privé et le téléphone de la légale. Et le téléphone de la légale, il a tout de suite été versé sur le dossier de l'hôtel-restaurant. C'est le dossier association de malfaiteurs. Voilà, exactement, le dossier association de malfaiteurs. Et là, c'est pareil, le gradé un peu énervé, il me dit ouais, ben c'est pour l'incendie de l'hôtel-restaurant. Je dis ouais, c'est pas un incendie, quoi, c'est bon, ils ont fait un couvert le soir même. C'était un début d'incendie. Ouais, ça a été arrêté l'incendie a été stoppé par le cuisinier qui s'en est occupé. Sinon, ça aurait flambé. Et tout. Je dis, ouais, bon, j'ai pas insisté parce que visiblement, il voulait tenir à son image d'incendie de l'hôtel-restaurant, quoi. Et puis bon, après ça s'est continué comme ça. Pendant une petite heure, ils ont fouillé, ils ont trouvé ni personne ni rien de compromettant à part la pile de Hibou Express. Donc effectivement, il y avait mon pseudo, quoi. Tu peux expliquer un peu ce que c'est le Hibou Express? Le Hibou Express, c'est notre organe de liaison interne. Donc rempli de potins.
et de choses très intéressantes. En tout cas, moi j'étais un peu emmerdée parce que c'était les jolis, enfin tous ceux qui avaient été faits après la perquisition de BZL, justement, qui avaient été faits à la main, qui étaient quand même un peu des petits collectors. Donc bon, bah voilà, je sais pas si je vais les récupérer un jour ou quoi, mais bon, en tout cas, ils ont pris ça, plus le téléphone de la légale, et c'est tout, en fait. Non, y a pas... Et en plus, ils m'ont expliqué que, en tout cas, les hiboux, ce serait normalement une saisie temporaire. Donc, va savoir ce qu'ils entendent par là. Et donc, au bout d'une heure à peu près, ben, ils m'ont mis j'ai eu droit à une palpation par une gendarmette, et menottes quand même. Et bagnole, direction Commercy, quoi. Commercy, ils m'ont... J'étais juste dans le hall 5-10 minutes en attendant que tout le monde arrive en bagnole. Et je suis monté directement dans le bureau, donc j'ai absolument pas été en cellule ni quoi que ce soit. À ce moment-là, le gradé énervé, il avait fini sa journée apparemment. C'était pas assez intéressant pour qu'il reste ou je ne sais quoi. En tout cas, il est parti. Mais c'était pas plus mal parce que lui, vraiment, il mettait une mauvaise ambiance. Puis je suis resté avec deux inspecteurs qui étaient franchement assez cool, quoi. Enfin, tu vois, qui m'ont vraiment pas... tu vois, vraiment, à aucun moment, j'ai senti qu'ils avaient de l'animosité ou quoi que ce soit. C'était quand même assez peinard, quoi. Ils se sont même commandé à bouffer parce qu'il était 7 heures. Et du coup, j'ai donné des sous, ils m'ont aussi acheté à bouffer. Ils m'ont rendu la monnaie, je dois préciser quand même, pour être honnête. Et voilà, ils ont commencé à une espèce d'audition. Puis il y a eu la prise de signalétique. Au départ, ils voulaient photo, empreinte et ADN. Je leur ai dit non. Et là, ils m'ont parlé tout de suite d'un collègue à moi, soi-disant, quoi, qui avait été, qui était passé en procès la semaine précédente pour, entre autres, refus de signalétique et qui avait été condamné. Et donc, ils ont mentionné son nom et moi, j'ai fait style, je capte même pas qui c'est, quoi, tu vois, j'en sais rien. J'ai pas du tout parlé de ça. Et en fait, entre-temps, ils sont allés vérifier dans je ne sais pas quoi, et en fait, ils n'avaient même pas le droit de prendre l'ADN, quoi, pour un outrage. Ah oui, évidemment, j'en ai pas parlé depuis le départ, mais en fait, le délit, c'est outrage sur un représentant des forces de l'ordre, quoi. Sur un représentant des forces de l'ordre. Sur représentant des forces de l'ordre. Je ne sais pas s'il y avait un article devant le terme ou pas, j'en sais rien, je ne me rappelle plus. Et t'as dit que c'était... Toi, tu leur as dit que c'était pourquoi cette inscription après coup, et je leur ai dit, donc il y a ACAB et le signe, les 3 points qui signifient mort aux vaches. Et j'aurais dit que donc ils ont vérifié sur Internet, ils sont allés sur Google, je pense, avec leur téléphone, pour vérifier la définition d'ACAB. Et je leur ai quand même dit que, bon, de toute façon, en anglais, bâtard, c'est pas comme en français, quoi. C'est pas, je veux dire, moi, j'ai rien contre les gens qui n'ont pas de père, c'est vraiment pas le problème, quoi. Et que donc, en anglais, la traduction serait plutôt salaud, quoi. Donc, tous les flics sont des salauds. Et après, donc, il y a mort aux vaches, qui est, bon, un truc tout fait de voyous, un peu old school. Et que, évidemment, c'est évident que je n'appelle pas non plus au meurtre des policiers. Il ne faut peut-être pas exagérer non plus, tu vois. Mais bon, il y a ce signe qui s'appelle mort aux vaches. Voilà, il est sur mon toit. Je ne peux pas le nier. J'ai dit qu'effectivement, j'endossais toute la responsabilité vu que c'était mon toit, que c'était chez moi. Et que, de toute façon, pour moi, j'avais fait ça en protestation au harcèlement policier qu'on subit depuis cet été. Et aux hélicos. Et aux hélicos. Forcément, et justement, parce que de fait, ça ne s'adresse pas à tous les gendarmes, puisque de toute façon, moi, vu la position, c'est sur un toit, c'est tourné vers le ciel. Donc, fatalement, c'est visible que du ciel. Même pas de la route, ni quoi que ce soit. Donc, donc on va dire que c'était par le fait destiné à l'hélicoptère qui tourne quand même plus ou moins souvent et qui est quand même extrêmement agaçant. Alors, je ne sais pas si pour eux, c'était moins bien ou mieux, ou je sais s'ils vont arriver à définir un destinataire réel. Je ne sais pas du tout comment ils vont tourner ça. Et pour l'outrage, voilà, j'aurais demandé de me lire la définition d'outrage du code pénal, machin. Il dit c'est un peu long, mais il l'a fait quand même. Enfin, tu vois, ils ont été... Non, mais franchement, ils étaient tranquilles, quoi. On peut dire ça comme ça. Et donc, il y a eu... Donc, après, moi, comme il n'y avait plus que l'empreinte et photo, moi, j'ai dit que ça ne me posait pas de problème de les laisser. Ils t'ont quand même demandé ton ADN sans savoir s'ils avaient le droit ou exactement, pas. Exactement, oui, quand même. Ouais, j'ai trouvé ça pas très professionnel, de fait, quoi. Ils demandaient un don d'ADN, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. En plus, c'est vrai que moi, à un moment, je me suis rendu compte que, tu vois, je tripotais mes cheveux, et j'ai vu qu'il y avait un cheveu qui était tombé, j'avais presque envie de leur dire, tiens, en voilà de l'ADN. Vous aurez qu'à passer le balai en partant. Ouais.
Enfin non, puis voilà. Bon, enfin, ça n'a pas été vraiment chiant, quoi. Sauf que c'est un mec qui m'a pris en photo, du coup, dans une espèce de petite... dans un petit cagibi dans le couloir. Et il m'a demandé, j'ai pas réfléchi, il m'a demandé comme ça si j'avais des tatouages. J'ai dit oui, j'aurais pu dire non, mais j'étais con. J'ai dit oui. Et j'ai dit par contre, je veux pas du tout qu'ils soient pris en photo parce qu'ils sont pas du tout situés sur des endroits où on peut m'identifier de toute manière. Donc je veux pas l'intérêt de le faire. Et du coup, ils m'ont envoyé une femme avec un appareil photo et j'ai dit toujours pas, quoi. Pas question. Je me sentais vraiment pas de me déshabiller dans leur cagibi pourri là. Franchement, pour moi, c'était juste impossible, quoi. Du coup, la femme, elle est repartie. Elle a été voir les inspecteurs dans le bureau. Apparemment, il n'y avait pas de suite. Ils ont lâché l'affaire, quoi. Voilà, donc ça, c'était fait. Et après, de fil en aiguille, donc il a continué l'audition, donc en tapant mes réponses sur son ordi. J'ai posé la question si c'était un logiciel, etc. Il dit non, c'est moi qui invente les questions, etc. Et donc, il m'a demandé mon CV, mais en complet, tu vois, vraiment tout ce que j'avais fait au niveau boulot, où c'était, tout ça, machin. Mon compte en banque, si j'avais une assurance de maison, etc. quoi. Est-ce que tu répondais à ces questions ? Ouais, j'ai répondu. Ouais, j'ai répondu. Je me suis dit, pour un truc aussi minime, ça sert à rien de jouer tu vois, de faire la forte tête. En plus, honnêtement, être tout seul dans un immeuble rempli de gendarmes, moi, ça m'a pas vraiment poussé non plus à jouer les rebelles, quoi, tu vois. Quand même, tu vois, t'arrives à 6h, c'est vide, il n'y a plus personne, il n'y a que du gendarme à tous les étages. Tu te dis, bon, voilà, on connaît des précédents, il y a des gens, ils sont rentrés, ils ne sont jamais ressortis, quoi. Donc, c'est peut-être, sans vouloir dramatiser mon cas, mais je me suis dit, on ne sait jamais, tu vois, on va la jouer à la prudence, quoi. Donc, tant que, tu vois, poser des questions qui n'incriminaient personne, moi, je me suis dit, bon, je vais la jouer, vous êtes cool, moi, je suis cool, quoi. Donc, ça a été comme ça jusqu'au bout. Écoutez Radio Galère au 88.4 FM ou sur www.radiogalère.org. Vous êtes bien dans la demi-heure radioactive animée par le collectif antinucléaire des Bouches-du-Rhône. On était en train d'écouter le témoignage d'une opposante au projet d'enfouissement de déchets nucléaires à Bure, qui a été diffusé sur Zi Radio, la nouvelle radio des hiboux et des chouettes de Bure. Donc ce témoignage retrace la journée où cette opposante a fait l'objet d'une perquisition et d'une garde à vue pour outrage à pilote d'hélicoptère. C'était sans doute une préparation psychologique aux arrestations, aux évacuations et aux gardes à vue de ce 22 février dernier. On continue à écouter son témoignage. Et à la fin, donc, il m'a fait signer ma déposition. J'ai accepté de signer. Et puis, tu as posé des questions sur la lutte Très peu. Justement, là, en l'occurrence, pour le toit, ils m'ont demandé qui l'avait fait, parce qu'ils se doutent bien que c'est pas moi, forcément, en personne, quoi. Je leur ai dit, là-dessus, de toute façon, je vais rester flou. Moi, j'endosse toute la responsabilité de cette écriture. On va s'arrêter là. Ils ont dit, de toute façon, ça les intéresse. Ils n'allaient pas poursuivre l'outrage en réunion, qu'ils auraient pu éventuellement. Ça apparemment, ils lâchent l'affaire là-dessus. Et ils ont dit que, de toute façon, ça les intéressait pas d'essayer de coincer les gens qui l'avaient fait, par ailleurs. Et que même éventuellement le proc il pourrait requalifier le délit. Alors je sais pas si en général tu requalifies à la hausse ou à la baisse, mais bon, je me suis dit que c'était peut-être plutôt bon signe, quoi. Et ça je l'ai su à la fin de l'entretien, c'est quand il a appelé pour la fin de garde à vue en fait. Donc il était 21h30, un truc comme ça, il a appelé le procureur. Le procureur apparemment tenait à ce que je reste sur place, que je passe la nuit là-bas pour pouvoir me remettre une convocation pour CRPC, donc c'est-à-dire un plaidé coupable pour le lendemain. Et l'inspecteur qui l'avait au téléphone, apparemment, lui aurait demandé, parce qu'il jouait un peu à la confiance, il a vu que j'avais des animaux, il disait comme ça, vous pourrez rentrer chez vous ce soir. Et sous la promesse que de toute façon, si j'avais un avis de recommandé, j'irais le chercher et que je me rendrais à la convoque. J'ai dit, ouais, moi, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Et c'est à ce moment-là qu'il m'a dit que peut-être le procureur allait donc requalifier le délit. Mais de fait, j'ai rien reçu là, donc on est le 30 novembre, voilà, ça fait 10 jours, j'ai toujours aucun courrier, quoi que ce soit, quoi.
Ils m'ont même pris mon mail, éventuellement, j'aurai peut-être des nouvelles par mail, je ne sais pas trop. En même temps, pour rentrer, il faut aussi quelqu'un qui vienne te chercher quand même. Ah bah, ils ont, franchement, le plus vieux des deux, qui était quand même vraiment très très gentil avec moi, il m'a dit, mais surtout, vous avez appelé que quelqu'un vienne vous chercher, parce que nous, on n'a pas le droit de vous ramener, etc. Il a bien insisté, je lui ai dit, ben oui, parce que de fait, ils avaient copié le contenu de mon téléphone, et ils me l'ont rendu, mon téléphone personnel. Non, ils n'ont pas le droit de ramener, sinon ils ont déjà ramené Simon. Bah peut-être, je sais pas, c'était moins loin, ou j'en sais Ils ont rien, quand même tu vois. copié tout le contenu de ton téléphone. Ah bah oui. Ouais. Mais ils ont dit qu'il n'y avait rien dedans. Donc... Ouais. Ah, mais du coup, ils ont quand même bloqué toute une rue de Mandres, fait une perquisition, t'emmené 5 heures en garde à vue menotté, et copié tout ton téléphone, et pris un téléphone, tout ça pour un outrage. Oui, absolument. Oui, en gros, bah, je pense que oui, c'était peut-être... Et soi-disant qu'ils avaient été mis au courant de cette écriture que le matin même. Ah. Mais bon, en même temps, ils sont arrivés avec un papier où il y avait déjà mon nom et mon prénom qui étaient imprimés. Donc, bon, je peux douter de l'effet immédiat de leur truc, quoi. D'autant que le toit, il est fait depuis très, très... Enfin, si tu veux, le toit, l'écriture en elle-même, elle est là depuis des semaines déjà, de toute façon, telle quelle. Et l'hélico était bien passé depuis un bon moment, tu vois. Plusieurs fois, quoi. Ils n'ont pas trop... Ils n'ont pas trop fouillé ici Très peu, parce qu'ils ont été un peu, je pense, débordés par le volume, tu vois. Donc, non, puis ils ont vu, je sais pas, peut-être que, tu vois, ils ont un sens absolument aiguisé des choses à vérifier ou quoi. Mais enfin, tu vois, moi, j'ai rigolé parce qu'il y en a un qui s'est vraiment mis quasiment à quatre pattes là, pour aller chercher un carton qu'il y a sous la table. Et c'est un carton, c'est marqué robot ménager. Et dedans, qu'est-ce qu'il y a ? Bah, il y a un robot ménager. Donc, je pense qu'il était un peu déçu de sa prise, quoi, tu vois. Et puis, parce que c'est une cuisine ici, et franchement, tu ouvres un placard, ben, tu as de la bouffe, tu as de la vaisselle, des couverts, des verres. C'est une cuisine. Même pas de drone. Donc voilà. Ah si, tiens, ils ont fouillé mon petit sac à dos vert qui me sert quand je fais du vélo. Donc effectivement, dedans, il y a un gilet réfléchissant jaune, là. Plus il y a mon antivol en acier, c'est un U. Et dedans, il y avait aussi, il y a mes jumelles que je range là-dedans. Et quoi d'autre ? Qu'est-ce que j'ai là-dedans ? Je sais plus, enfin bref. Attends, qu'est-ce qu'il y avait d'intéressant ? Il y a une salamandre dessus, c'est un peu suspect. Ouais, peut-être. Puis en plus, il est vert, alors attention, on sait jamais. Et il me dit, ça vous sert à quoi ce sac à dos ? Je dis, ben, c'est un sac à dos. Il me dit, mais vous faites du sport avec ça ? Je dis, c'est pour faire du vélo. Puis en fait, il ouvre. Et puis dedans, évidemment, dans le fond, il y avait 2 fioles de sérum Phi, quoi. Mais qui datent des manifs de Paris, tu vois, de l'année dernière. Et il sort ça, il dit, ah, mais c'est le sac du parfait manifestant. Puis il me sort... gilet jaune réfléchissant, parfait manifestant. Et il me sort mon antivol. C'est vrai que c'est un U en acier, quoi. Et puis il dit, ah ouais, c'est le sac du parfait manifestant. Je dis, bah écoutez, de toute façon, le sérum Phi, il est là depuis au moins 1 an. Et il vient de Paris. Et par ailleurs, je peux vous certifier que je ne casse pas de vitrine avec mon antivol, quoi. Donc, vas-y, oublie le coup du sac à dos. Tout va bien, quoi. Et donc voilà. Puis ah ouais, il y avait ma frontale dedans, quoi. Voilà, c'est tout. Sinon, ils n'ont vraiment rien trouvé d'intéressant, quoi. Ils ont vu, ils ont vu un petit bout de papier avec le numéro d'écrou de notre copain. Ils ont dit, il y a le numéro d'écrou. Je dis, bah oui, il y a le numéro d'écrou. Ah aussi, il m'a demandé si j'étais partie de la Legal Team. J'ai écouté, vous avez trouvé le téléphone de la Legal Team chez moi, vous en tirez les conclusions que vous voulez. Mais j'ai ni dit oui, ni dit non. Et puis il m'a dit que peut-être que je risquais éventuellement d'être auditionné par rapport à ce téléphone-là pour l'autre affaire. Voilà. Je pense que de toute façon, je partirai du principe que je n'ouvrirai pas la bouche de tout l'entretien, quoi. Puisque c'est quand même un autre niveau, quoi. Un autre niveau de danger, tout ça, quoi. Donc voilà, en gros, ça s'est passé comme ça. Bon, on peut peut-être poser quelques questions encore. Je sais pas comment toi tu te sentais dans le poste. Tout à l'heure tu nous disais que tu étais seule avec 6 gendarmes, ce qui est assez intimidant. Donc est-ce que tu peux développer un peu sur tes ressentis ? Autant quand ils sont arrivés ici, j'ai vu que quand même c'était leur nervosité à eux qui était plutôt un peu palpable. Et sur le coup, moi je me suis sentie un peu en danger quand même. Je me suis aperçu que j'avais le cœur qui battait quand même pas mal, quoi. Puis après, une fois que, je sais plus, il y a un moment, ils m'ont tous parlé très fort, hein, je sais plus pour quelle raison c'était. Et du coup, je leur ai gueulé dessus en disant arrêtez de me gueuler dessus, quoi. Et du coup, ils ont arrêté.
Et tout est devenu très très calme. Et à partir de ce moment-là, je sais pas, je me suis sentie super détendue. Il m'avait demandé, tu vois, si j'ai besoin d'un médecin. Je me suis dit, on sait jamais. Moi, peut-être que je vais péter un câble à un moment de stress ou je ne sais quoi, tu vois. Puis en fait, non, ça a été vraiment très tranquille. Donc j'ai même pas demandé le médecin à ce moment-là. Et après coup aussi, le coup de l'avocat, bien sûr. Comme il n'était pas disponible, j'ai dit que j'avais pas besoin d'un avocat. Je n'avais pas besoin d'un avocat commis d'office, de toute manière. Et non, après, ça a été ultra calme, voire j'étais peut-être trop détendue, parce qu'on sait que, de toute façon, quand on part du principe qu'on va ne pas parler, c'est quand même plus compliqué à gérer. Ça veut dire que moi, j'ai quand même essayé de me concentrer là-dessus, en me disant, je te dis, c'était un peu donnant-donnant. Vous êtes cool, moi, je vais être cool, je vais pas vous emmerder, je vais pas faire l'emmerdeuse, parce que le sujet en vaut pas la peine, quoi, tu vois. Mais c'est pas comme quand tu te fais arrêter après une manif où tu es un peu sur les nerfs et de toute façon, je sais pas, tu as vu des flics toute la journée balancer des lacrymos, taper sur des gens, etc. Quand tu es en face dans un bureau, c'est pas... tu vois, c'est plus du tout la même ambiance, quoi, tu vois. Et moi, je me sentais vraiment pas de rester sur ma chaise en disant « je n'ai rien à déclarer, je n'ai rien à déclarer, je n'ai rien à déclarer ». Là, le contexte s'y prêtait vraiment pas du tout. Donc je te dis peut-être à tort, je vais bientôt le savoir. Enfin, un jour je le saurai si je suis vraiment convoqué. Je saurai s'ils ont tiré avantage de ça pour m'entraîner dans je ne sais quoi. Parce que franchement, je me suis vraiment concentré sur sur ce que je disais. Et j'ai pas l'impression. Enfin, j'ai surtout beaucoup. J'ai beaucoup enjolivé. Enfin, pas enjolivé, mais j'ai beaucoup fait de raffus. Enfin, tu vois, ça a duré des heures et des heures alors qu'il y avait quand même pas grand-chose. Je reconnais ce bruit. Et donc après au niveau de l'ambiance, non, c'était assez détendu, franchement, quoi. Ils m'ont demandé est-ce que vous avez quelque chose à déclarer sur justement le déroulement de cette audition, machin. Je leur ai dit, comme ça c'était un mode un peu ironique, mais j'ai dit on est très bien reçus. Et que non, ils m'ont pas offert de café, quand même pas. C'était quand même pas mondain. Mais j'ai dit on est très bien reçus parce que moi c'est une blague que je fais souvent quand je sais pas, il y a un truc qui me plaît pas chez les gens, je leur dis on est vraiment très mal reçus ici. Là je disais on est très bien reçus. Bon. Mais ils s'en foutaient complètement en fait. Tu vois, il y a un moment, je sais pas, c'était je sentais que de toute façon ils étaient pas tombés sur le nonos qu'ils avaient souhaité au départ, si tu veux. Donc après ça devenait un peu juste une espèce de remplissage. Et que forcément il m'avait entre les pattes, donc il fallait bien poursuivre le processus, mais visiblement après être arrivé chez moi et n'avoir rien trouvé, tu sentais que voilà, le cœur n'y était plus, on va dire. Mauvaise ambiance. Et à quelle heure est-ce que tu as pu rentrer chez toi ? Je suis parti de commerce. Je suis sorti de l'immeuble à 10h15 le soir, quoi. Et je suis arrivé ici vers minuit, en gros. Heureusement, des amis étaient venus nous chercher. D'ailleurs, pour la petite histoire, on était contrôlés en arrivant dans Mende. Quand même, par le fameux Duster, le EE 380. Et ils n'ont pas insisté. Je leur ai dit que je sortais de Commercy, que ça va. Ils avaient mon identité déjà où il fallait, quoi. Donc ils n'ont pas insisté, ils nous ont laissé partir. Voilà, donc j'étais chez les potes, on a mangé, puis après je suis rentré, je me suis couché. En attendant, en étant presque sûr d'avoir la convocation le lendemain par courrier, en fait, c'est jamais arrivé, quoi. Voilà. Puis depuis, est-ce que ça a changé? Est-ce qu'il y a un stress qui s'est accumulé depuis? Justement, je m'attendais à avoir un espèce de contre-coup qui n'est jamais vraiment arrivé. Non, franchement, je suis assez détendue. En plus, tout le monde est venu me voir, tu sais, super gentil, comme si je m'étais cassé une jambe. Tu sais. Ah oui, alors comment ça va et tout. Ah, quelle histoire, machin et tout. Et en plus, non, mais ce qui était intéressant, c'est de savoir, parce que moi, ici, la façon dont la rue avait été bloquée des deux côtés, je n'ai vu ni entendu personne. Donc, moi, à la limite, je ne savais même pas si quelqu'un était au courant, de fait, tu vois. Donc ça, c'était un peu angoissant. Puis après coup, justement, j'ai discuté avec les gens, etc. Et j'ai appris que donc il y avait quand même un petit comité de soutien, on va dire. Et que là, ça m'a quand même fait plaisir, c'était mieux. Mais c'est vrai qu'une fois que tu es en état d'arrestation chez toi et que tu peux pas te servir de ton téléphone, tu dis, bon, je vais faire quoi ? Je vais pas mettre à hurler, c'est bon, quoi, tu vois. C'est compliqué, enfin, tu vois, tu dis, voilà. Est-ce que les gens sont au courant ou pas ? Et effectivement, heureusement, il y a des gens qui ont fait le boulot. Ils ont bien fait tourner l'info, etc. Donc ça, c'était bien, quoi. Donc voilà. Maintenant, avec la neige qui s'accumule, est-ce qu'on organise un déneigement assidu du toit pour s'assurer que ça reste visible? Oui, ou alors ça me fait un prétexte pour dire de toute façon c'est pas une saison, on peut monter sur le toit pour faire quoi que ce soit, c'est très dangereux, on va pas, je vais pas risquer la vie de quelqu'un. Mais non, mais c'est vrai, même la semaine
après la perquise, tu vois, le premier jour, il y a eu du vent, après, il n'a pas arrêté de pleuvoir, t'envoies pas les gens sur la neige. Puis de toute façon, moi, normalement, si... Il y a une voiture qu'on entend très fort. Ouais. C'est très drôle. On entend des Et donc, moi, je pense, de toute façon, je pars du principe que tant que j'ai pas une injonction par un juge, j'ai rien à faire, quoi. Je pense que c'est pas le flic qui doit me dire faut faire ci, faut faire ça. Sauf que moi, il m'avait dit ouais, vous vous engagez à le retirer. J'ai dit ben oui. Il me dit dans quel délai? Je dis je sais pas, 3 semaines. Mais c'est. Tu lui as quand même dit ça. Je lui ai dit ça enfin. Je pensais que de toute façon, c'était le juge qui devait. C'est plus l'affaire du juge, c'est pas le flic qui peut m'ordonner de faire ci ou ça, quoi. Parce qu'il m'a dit sinon, vous pouvez être coupable d'une récidive d'outrage. Donc après ça, il faut voir avec les gens dans ce métier, tu vois, de vraiment vérifier les détails à ce niveau-là, quoi. Mais bon, si dans 3 semaines, voilà, enfin là, il reste encore une semaine. Si dans une semaine, ils reviennent en grande pompe pour me dire que j'ai une récidive d'outrage, on saura que c'était comme ça. C'était comme ça qu'il fallait le lire et pas autrement. Mais là, je suis dans le doute, en plus, j'en sais rien. En tout cas, moi, je vais pas. C'est évident que je vais pas monter sur mon toit pour faire quoi que ce soit, quoi. Voici donc le type de récit qui illustre parfaitement le harcèlement ordinaire et quotidien que subissent depuis des mois les opposants au projet de Bure qui ont choisi de s'installer sur place. Et avant de finir, voici ce qu'a déclaré tout récemment M. Longuet, sénateur de la Meuse, à propos des opposants du projet CIGEO. Je crois que c'est un débat de qualité. Le débat est que les cagoulés n'apportent aucune solution et aucune réponse. J'ajoute même pas de questionnement. J'ai aimé le débat public parce que nous avons évolué. Le débat public avec des gens passionnés qui sont hostiles, c'est intéressant. Avec ceux qui caillassent, ça n'a aucun intérêt. Donc, il va sans dire que ce mépris envers les gens qu'il appelle des cagoulés est parfaitement inadmissible. Alors d'après lui, il y aurait des gentils opposants qu'on écoute et puis qu'on oublie aussitôt parce qu'ils présentent en fait aucun danger par rapport au projet. Et puis il y aurait les fameux cagoulés hyper violents, dangereux, les anarchistes, qui en plus posent même pas de questions. Peut-être ils ne posent pas de questions tout simplement parce qu'ils n'ont pas de questions à poser, parce qu'ils ont tout compris en fait. Donc, et puis à ce sujet, j'aimerais bien qu'on soit clair, les anti-nucléaires, sur le message qu'il faut porter sur toute cette histoire de déchets nucléaires. Parce que j'entends des réactions d'anti-nucléaires qui proposent des solutions alternatives à l'enfouissement des déchets. En fait, moi je pense qu'on est anti-nucléaire et que ce n'est pas à nous de trouver une solution au problème que nous, on n'a pas créé. On refuse le nucléaire, ses déchets, on refuse les mines d'uranium, on refuse la catastrophe nucléaire. C'est pas à nous de dire s'il y a des alternatives, des bonnes ou des mauvaises solutions. Nous, ce qu'on a à dire clairement, c'est qu'il faut arrêter de produire des déchets, qu'il faut éviter la prochaine catastrophe, qu'il faut fermer les mines d'uranium partout dans le monde. Et que donc, par conséquent, c'est d'une simplicité extrême parce qu'on pose pas de questions parce qu'on a tout compris aussi. Il faut arrêter les réacteurs nucléaires. Et j'ai envie de dire point barre. Alors tous les écolos anti-nucléaires qui proposent une sortie progressive peut-être dans 10 ans, 20 ans, des scénarios alternatifs, ils contribuent en fait à la poursuite du nucléaire, donc à la poursuite de la production de déchets. Et ça, des gens comme Longuet et Hulot, ils l'ont bien compris. Alors, je voulais remercier ceux et celles qui se battent sur le terrain dans des conditions très difficiles et qui ont le courage d'affronter le pouvoir policier pour défendre leurs convictions. Merci à eux. Vous pourrez retrouver toute l'histoire de Bure, du projet CIGEO, de la lutte, sur le site internet VMC Caen, VMC plus loin Caen, CAMP. Vous retrouverez sur ce site également tous les podcasts de la nouvelle radio, Zi Radio, la radio des opposants à Bure. On a fait aussi à la demi-heure radioactive plein d'émissions sur Bure que vous pouvez retrouver sur notre chaîne YouTube Collectif Antinucléaire 13.
Merci à Radio Galère, merci à Sidi, à la technique et à une prochaine. Air